Donc, le thème de ce soir, c'est les 5 piliers d'une performance pérenne. Et là, je vais commencer avec une question. Et ma question pour vous, c'est quelle est la ressource la plus stratégique pour votre entreprise, votre carrière ou les projets que vous avez en cours? Vous pouvez me répondre dans le chat ou ouvrir le micro si vous voulez. Ouais. Bon, on va casser le suspense tout de suite. Agnès, tu m'as dit moi, et oui, c'est clair que, voilà, on va spoiler direct. Bien sûr que c'est toi la ressource la plus importante pour ton entreprise parce que tu es entrepreneur ou pour ta carrière quand tu es, salarié ou pour les projets que tu as à mener. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de développer, heu, ce point de vue-là et de voir comment cette ressource qui est moi-même, je peux l'optimiser et surtout la faire durer. Parce que c'est ça qui me tient vraiment à cœur. C'est pas seulement de se dire: «Je suis performant», c'est: «Je suis performant dans la durée» et en fait, on parlera aussi de bien-être parce que les 2 sont liés. Finalement, à un moment, on a besoin de se ressourcer et se ressourcer, ça passe aussi par du bien-être, en tout cas par des choses qui nous font du bien et on verra ça après. Donc ce que je vous propose, c'est de filer la métaphore un peu comme si on voulait bâtir un temple. Ça va bien avec ton décor Agnès et le couvent, tu vois? Là, on va être dans un temple et on va commencer par construire des fondations solides parce que finalement, vous avez tous en tête la construction d'une maison, comment ça se passe. Si les fondations, elles sont pas solides, on peut mettre tous les matériaux qu'on veut au-dessus, s'il y a des inondations, des grosses pluies, il y a des coups de vent, bah, c'est un peu moins solide s'il y a pas des fondations solides. Donc les fondations du temple et après on va bâtir 5 piliers, qui seront les 5 piliers du bien-être et de la performance et à la fin, je vous donnerai 5 actions plus une en bonus qui sont simples en apparence à mettre en œuvre et qui permettent d'améliorer bien-être et performance et on pourra discuter de quelles tactiques on adopte pour pouvoir les mettre en œuvre. Juste 2 minutes pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je suis Cécile Simonin, je suis fondatrice de la société LRT Consulting et de la marque La Réponse est en toi. En fait, ça correspond à 2 de mes activités. LRT Consulting regroupe les 2. Une activité de conseil en entreprise et de mentorat pour des particuliers et une activité, qui est hébergée par la marque La Réponse est en toi, qui s'adresse aux particuliers et qui est vraiment basée sur l'optimisation de potentiel, mais en se basant sur les techniques de, reprogrammation posturale globale et de neurologie fonctionnelle appliquée. Je rentrerai pas trop dans les détails là-dedans, mais il y a un peu de mon contenu qui va s'inspirer de ça parce que de toute façon, tout est lié, le corps, l'esprit, et du coup, dans mon offre, tout est lié aussi. C'est-à-dire que je fais pas de distinction entre la partie qui est plus de l'ordre mindset, la partie qui est plus de l'ordre habitude de vie, heu, nutrition, alimentation et cetera et la partie qui est plus liée au fonctionnement de mon cerveau et le comprendre est important aussi pour savoir comment je peux l'utiliser au mieux. Voilà, donc vous l'aurez compris, mon truc à moi, c'est l'optimisation de potentiel. Avant ça, juste quelques chiffres rapidement pour décrire ce que j'ai fait avant de fonder LRT Consulting. Je suis biochimiste de formation. J'ai commencé ma carrière en laboratoire de recherche appliquée et puis je suis assez rapidement passée plutôt du côté, du commerce, donc des sociétés qui vendaient des réactifs pour ces laboratoires parce que ça m'éclatait plus. J'avoue que j'avais pas la patience de faire de la recherche, donc je suis passée sur des choses qui me donnaient satisfaction un peu plus rapidement et qui m'ont permis de développer plein de compétences et de toucher un peu à tout dans ma carrière. Donc j'ai fait 20 ans de carrière dans le business, toujours centrée sur la recherche scientifique et pas mal sur le secteur pharmaceutique et environnemental et j'ai fait 15 ans, un peu plus de management dans un contexte international, multiculturel, qui a été très enrichissant aussi. J'ai eu une première expérience de l'entrepreneuriat en 2016 où j'ai eu l'occasion de fonder, la filiale d'une société chinoise, donc super intéressant aussi, cette passerelle avec l'Asie, c'était top et puis, ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse au cerveau humain à comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment il peut nous aider à nous sentir mieux et quel est le lien entre le corps et le cerveau et comment tout ça, s'exprime et vit ensemble. Et donc tout ça, en fait, ça contribue aujourd'hui à ma mission de vie qui est de vous aider à optimiser votre potentiel d'une façon ou d'une autre et il y en a plein de façons de le faire.
Donc on commence par les fondations. J'ai choisi cette photo qui est très moche et j'ai fait exprès parce qu'en fait, quand on construit les fondations, ouais, on est comme ça dans la bouillasse là et c'est pas toujours très ragoûtant, ça donne pas toujours envie d'y aller, mais c'est typiquement en lien avec ce qu'on va voir sur les fondations. C'est un petit travail à faire sur soi qui parfois, ouais, on n'a pas trop envie d'y aller. J'ai fait un sommet virtuel il y a pas très longtemps et il y a plusieurs des intervenants qui ont parlé de ça aussi et qui ont utilisé différentes métaphores. C'est soit je mets les mains dans le cambouis ou, carrément je mets les mains dans la merde. Mais pour finir de dire: «Finalement, c'est dans la merde que poussent les plus belles plantes». Donc c'est, je vous donne la fin de l'histoire avant, mais du coup ça reste quelque chose de très positif, mais c'est pas toujours très facile d'aller creuser en soi pour trouver vraiment, qui on est, ce qu'on a comme, capacité et ce qu'on a envie de faire. Et pour démarrer, je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être, en tout cas vous êtes peut-être déjà fait cette réflexion, c'est la métaphore de l'avion. En fait, si vous prenez l'avion régulièrement, vous avez dû remarquer que quand on fait les démonstrations, il y a l'équipage sort les masques et tout ça et il y a peut-être un message qui vous a choqué. Et en tout cas, moi, la première fois, ça m'avait choqué. Et en fait, ce message, c'est: «OK, s'il y a des turbulences trop fortes, le masque va tomber du plafond et tu mets d'abord ton masque à toi avant de t'occuper de qui que ce soit d'autre». Et tu dis: «Ouais, moi, mon premier réflexe aurait peut-être été d'aider quelqu'un qui était en difficulté à mettre son masque à côté de moi». Mais en fait, pourquoi on dit ça? Parce que si tu t'occupes pas de toi d'abord et que toi, tu fais une syncope parce que tu as pas assez d'oxygène, tu pourras aider personne. Tu mets ton masque, tu le fais rapidement, tu peux aider tout le reste de l'équipe de l'avion. D'accord? Donc c'est ça le principe de cette métaphore qu'on utilise souvent, mais le truc derrière, c'est: je commence par m'aider moi avant de vouloir aider les autres. Donc je commence par prendre soin de moi si je veux que mon entreprise soit performante aussi. Ça veut dire que j'inclus ce paramètre-là aussi dans mon business plan, je l'inclus dans mon projet et ça fait partie intégrante de ce que je fais. C'est pas juste optionnel: «Ouais, s'il me reste un peu de temps, je m'occuperai de moi». Non, ça doit faire partie du projet. Et pourquoi prendre soin de soi? En fait, il y a plein de concepts derrière et chacun va aller trouver ce qui l'anime vraiment. Moi, je vous partage ce qui est un peu personnel, vous êtes pas obligé d'adhérer à ça, mais c'est plus pour vous dire ce que moi je vois derrière le prendre soin de soi. En fait, ça me permet d'être dans les meilleures conditions pour aider les autres, ça c'est clair, mais il y a aussi toute cette notion aussi de s'aimer soi-même pour mieux aimer les autres et donc mieux les aider. Et en fait, derrière tout ça, il y a encore quelque chose de qui peut être plus perturbant peut-être, surtout si on a tendance à être perfectionniste, c'est de se dire, hem, en fait, m'aimer moi-même, je peux le faire si j'arrive à accepter que je suis un être imparfait et que je suis OK avec ça. Je vais tirer un peu le fil pour comprendre ce qu'il y a derrière. Quand je parle: «Je suis un être imparfait», et en fait, quel intérêt ça a d'être un être imparfait? C'est que c'est ça qui me rend unique. Si aujourd'hui on était tous les mêmes, vous seriez pas là à m'écouter parce que ce que je vous raconte, vous le sauriez déjà et vous l'auriez dit exactement avec les mêmes mots. Donc pour moi, je me dis: «Ça serait très ennuyeux qu'on soit tous parfaits, on serait tous pareils». Et finalement, ce qui nous rend uniques, tous autant qu'on est là ici, c'est qu'on est différents et on est différents parce qu'on a des imperfections. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et la clé, c'est ça, c'est du moment que j'accepte mon imperfection et que je me dis: «C'est ce qui me rend unique et donc c'est ma force», je vais être beaucoup plus bienveillant envers moi-même et cette bienveillance que j'ai envers moi-même va me permettre d'accepter l'autre plus facilement et d'entretenir la relation plus facilement aussi. Ça me permet aussi naturellement d'avoir plus d'empathie et de comprendre qu'il y a d'autres points de vue qui coexistent avec le mien et c'est toujours moi j'aime bien dire: «Il y a toujours 2 versions à une histoire». Bah, peut-être même des fois il y en a plus que ça, parce qu'il y a différents points de vue. Mais c'est super enrichissant d'arriver à s'accepter tel qu'on est avec nos imperfections, parce que ça nous permet aussi d'accepter l'autre avec ce qu'on peut percevoir comme une imperfection et d'accepter que cette imperfection nous enrichit. Au-delà de ça, dans mon quotidien, accepter mon imperfection, ça me permet aussi d'adapter aussi le niveau d'exigence que j'ai envers moi-même. Et après, si on regarde ça d'une manière très pragmatique, mettons, pour les entrepreneurs là, hem,
j'ai pas besoin dans tout ce que je fais d'être à un niveau d'exigence ici. Il y a des trucs qui peuvent être, genre vite fait, bien fait, avec un niveau d'exigence là et c'est OK. Et c'est surtout de se dire, finalement, c'est pas binaire, c'est pas exigence ou négligence. En fait, c'est une échelle. Donc j'ai pas mal de degrés de latitude là-dedans et accepter ça, c'est aussi pouvoir souffler un petit peu sur certaines choses, quoi. C'est se laisser du temps, c'est se accepter que, ouais, c'est des fois je peux faire du 20-80. C'est-à-dire que je vais mettre 20 de mon énergie sur quelque chose, sur 80 de mon énergie, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, enfin bref, vous avez compris le principe. Je vais pas aller mettre toute mon énergie tout le temps sur toutes les tâches que je fais. Je vais aller choisir celles qui sont le plus intéressantes pour moi et celles où il faut vraiment que je sois exigeante, je vais le faire et puis il y a des choses qui peuvent permettre d'être plus cool, quoi. D'accord? Bref. Heu, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. En fait, cette habitude-là, enfin moi, ça a changé ma vie, de commencer à me dire: «Ouais, OK, c'est pas parfait, mais c'est OK parce que c'est ce qui me rend unique et c'est ce qui fait que mon point de vue, je peux le partager avec d'autres, il va apporter quelque chose parce qu'il est différent» et que si on était tous parfaits, on aurait tous la même vision des choses. Alors comment prendre soin de soi? C'est pas forcément quelque chose qu'on a naturellement, l'habitude de faire parce que, ça peut venir de l'éducation, ça vient aussi de la société dans laquelle on vit. On a tendance à aller à 100 à l'heure, à se fixer peut-être sur plus sur du résultat, sur des objectifs, ou on a été éduqué comme ça, qu'il fallait s'occuper d'abord des autres plutôt que de soi. Donc il y a besoin d'un peu de travail et il y a besoin des fois d'un déclic. En fait, ce déclic, je vais vous proposer alors ça peut être peut-être le webinaire de ce soir et tant mieux. Je serais super contente si ça peut être votre déclic, mais sinon ça peut être aussi des questions qu'on se pose. Ça peut être juste une prise de conscience et une auto-analyse de ce qu'on fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de temps en temps de se poser et de regarder quel est mon discours intérieur. Comment est-ce que je me parle à moi-même? Et là, je peux me poser 3 types de questions qui peuvent m'aider à évaluer comment est-ce que je me parle. Première question, c'est est-ce que la façon dont je me parle ou ce que je viens de me dire à moi-même, je l'aurais dit comme ça à ma meilleure amie ou à mon meilleur ami? Oui ou non? Est-ce que, ce que je viens de me dire à moi-même, j'accepterais que quelqu'un d'autre me le dise sur ce ton et avec ces mots-là? Et ça peut aussi donner un indice. Et sinon, pour les personnes qui ont des enfants, c'est aussi est-ce que j'accepterais que quelqu'un parle comme je viens de me parler à mon enfant? Et là, si la réponse, elle est non, la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà fait les 3 quarts du travail parce que vous avez pris conscience de ça. De pourquoi, en fait, est-ce que je me parle plus durement que ce que je parlerais aux autres? Il y a pas de raison, en fait. Et donc le reste du chemin, c'est de se parler comme si on était sa meilleure amie, son meilleur ami, comme on voudrait que les autres nous parlent ou comme on voudrait qu'on parle à nos enfants. Parce qu'on mérite pas moins. Et puis, après, c'est encore plus puissant pour les parents de se dire: «Finalement, si je me parle à moi-même avec bienveillance, je montre l'exemple à mes enfants qui doivent parler d'eux-mêmes avec bienveillance». Parce qu'il y aurait une quatrième question qu'on peut se poser, c'est: «Est-ce que j'aimerais que mon enfant se parle à lui-même comme moi je me parle à moi-même?» Et pour donner un exemple, je pense que ça vous est peut-être arrivé aussi, c'est des fois, mettons, j'oublie un truc et que je vais dire: «Oh mais quelle conne, mais pff, ça a l'air de rien». Mais c'est juste, c'est ancré dans ma tête. Je viens de me traiter de conne, quoi. Bah, ça, on peut le changer. Ça, une fois qu'on en a pris conscience, c'est: «Ouais, OK, bah, j'ai oublié un truc, c'est dommage, c'est pas ce qu'il fallait faire. Maintenant, je vais concentrer mon énergie sur le fait de trouver une solution, plutôt que de concentrer mon énergie sur le fait de m'auto-flageller parce que, c'était vraiment pas le truc à faire, nin 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 nin». Et ça, c'est des petites choses, mais ça change tout. Cumuler tout ça dans une journée, dans un mois, dans une vie, ça change tout. Et l'image qu'on renvoie, elle est aussi très différente quand on est plus bienveillant avec soi-même et ça commence par ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais à partager sur comment est-ce qu'on peut commencer à prendre soin de soi? C'est de regarder comment on se parle et de se poser, ces questions pour faire le déclic. Et finalement, la prise de conscience après, tout va très vite une fois qu'on s'est rendu compte de ça.
Donc maintenant que je vous ai dit ça, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir le micro et me les poser le temps que je m'hydrate un petit peu et puis après on va passer aux 5 piliers. Donc je rappelle, les questions, c'est ouvert dans le chat ou, vous pouvez utiliser le bouton lever la main ou, ouvrir le micro directement et poser votre question, à tout moment. Vous êtes prêts pour, attaquer les piliers? Maintenant qu'on a des fondations, bon elles sont pas faites, hein, va falloir y travailler un peu, mais vous avez l'idée quoi. Donc maintenant qu'on a la base, on va attaquer les 5 piliers. C'est vraiment les éléments de base pour que le cerveau et le corps fonctionnent correctement. Donc c'est les éléments indispensables pour prendre soin de soi et au final, c'est la seule façon d'être performant et d'avoir accès à son plein potentiel physique et cognitif. Pilier numéro 1, c'est le sommeil, les pauses et le repos. Je l'ai mis en numéro 1, alors il y en a 5, on aurait pu les mettre, dans n'importe quel ordre parce qu'ils sont tous importants, d'accord? Numéro 1, c'est le sommeil. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est la détox du cerveau. C'est un peu comme, rebooter l'ordinateur. Je sais pas si vous avez déjà l'habitude de laisser l'ordinateur allumé la nuit. Moi, j'avais des collègues qui faisaient ça. Au bout d'un moment, l'ordinateur, il plante parce qu'il a besoin de rebooter le système pour évacuer des déchets, machin. Bah, le cerveau, c'est pareil, mais en peut-être moins résistant que l'ordinateur, en plus. Donc on a besoin de dormir parce que c'est le moyen pour le cerveau d'éliminer les toxines qui se sont accumulées tout au long de la journée. Ça, c'est juste, biologique quoi, physiologique. Après, on a aussi besoin de faire des pauses et c'est indispensable et plus on est stressé, plus on a besoin de faire des pauses et faire une pause, ça veut dire quoi? C'est pas, «Ah bah, je fais une pause, je passe de mon ordi à mon téléphone et je vais scroller les réseaux sociaux, c'est ma pause». Faire une pause, c'est se lever et bouger. C'est idéalement aller marcher 15 ou 20 minutes, mais c'est au moins bouger et surtout si on est stressé. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, le stress, c'est un super mécanisme de survie, mais qui est un peu utilisé à mauvais escient dans nos civilisations, parce que au départ, c'est un mécanisme de survie qui est fait pour répondre à un danger mortel. Si j'ai pas de danger mortel face à moi, j'ai pas besoin du stress. Le stress, son but, c'est d'aller physiologiquement chercher de l'énergie disponible hyper rapidement pour me permettre soit de fuir, soit de combattre. Si j'ai pas ce besoin ni de fuir ni de combattre, en théorie, j'ai pas besoin de cette énergie. Sauf que mon cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel, du genre: «Je suis un homme des cavernes, je sors de ma grotte et il y a un grizzly qui est prêt à me manger, donc là, il faut que je combatte, peut-être pas, il faut peut-être plus que je cours vite». Il fait pas la différence entre ça et un film que je me suis fait dans ma tête. Donc j'ai la même réponse biologique pour les 2 phénomènes. Sauf que dans un cas, j'ai le grizzly qui est devant moi, je vais certainement bouger et dépenser cette énergie que mon corps est allé chercher. Dans l'autre cas, je me suis fait un film dans ma tête sur quelque chose, cette énergie, elle est là et j'en fais rien et en quelque sorte, elle est là à me bouffer de l'intérieur. Donc c'est pour ça que je dis quand on est stressé, on a besoin de cette pause et on a besoin de dépenser cette énergie parce que sinon elle reste là et elle s'accumule et c'est plus un effet d'oxydation, d'inflammation qui se fait en interne quand ça devient chronique. D'accord? Ensuite, l'autre chose au sujet des pauses, c'est qu'il y a une idée reçue que si je fais des pauses, je perds mon temps et donc on se dit: «Bah, du coup, je vais perdre en productivité puisque j'ai perdu 20 minutes à rien faire». Sauf qu'en fait, ces 20 minutes ou ce quart d'heure et ça peut être des fois même que 5 minutes, je vous proposerai une méthode d'ailleurs pour ça. Ces 5 minutes, elles vont permettre d'être beaucoup plus efficaces et productives par la suite. Donc ça vaut vraiment le coup de les prendre. Et donc il y a une méthode qui est super utile pour ça, ça s'appelle Pomodoro. C'est je travaille par bloc de 30 minutes, 25 minutes focus sur une tâche, 5 minutes de pause et je reprends. Et si besoin, je fais plusieurs blocs sur la même tâche. Mais en fait, ça, c'est vraiment écologique par rapport au fonctionnement de mon cerveau et testez-le, vous verrez que la productivité est bien meilleure. Et j'ai l'impression pourtant que chaque 30 minutes, j'ai perdu 5 minutes, mais je m'y retrouve tellement en productivité qu'à la fin de la journée, j'ai fait beaucoup plus. D'accord? L'autre point, c'est aussi de savoir écouter quelle est ma façon préférée de recharger mes batteries. Et là, je parle de est-ce que je suis introvertie ou extravertie?
Bien souvent, on confond, on se dit introverti, ça veut dire timide et extraverti, ça veut dire que je suis pas du tout timide, que je peux parler facilement en public. Pas du tout. C'est vraiment le rapport à l'énergie. Comment est-ce que je recharge mon énergie? Si je suis introvertie, je vais recharger mon énergie en étant plutôt seule, au calme. Si je suis extravertie, je vais recharger mon énergie en étant plutôt avec plein de monde et voilà, faut que ça brasse, faut qu'il y ait du monde, faut qu'il y ait des discussions, voilà. Typiquement, le jour où j'ai la première fois que j'ai fait un test qui m'a permis de confirmer ce que je savais déjà, que j'étais une introvertie, j'étais avec un collègue anglais qui me dit: «Quoi? En fait, quand tu veux te recharger, tu prends un bouquin et tu restes toute seule?» Je dis: «Mais moi ça va pas, moi direct je vais au pub, je vais voir des potes et on boit des bières et machin». Et il comprenait carrément pas le truc. Mais oui, c'est 2 façons différentes de recharger l'énergie. Être au courant de comment je fonctionne par rapport à mon énergie, ça me permet aussi d'inclure ça dans mes journées. De dire: je peux très bien faire toute la journée des conférences, être avec du monde, aller dans des réseaux, dans des salons, dans des machins. Je sais que j'aurais besoin à un moment d'une pause où je suis toute seule parce que j'aurais besoin de recharger mes batteries. Voilà, c'est juste être conscient de ça. Si c'est l'inverse, moi je suis extravertie, j'ai besoin de recharger mes batteries en voyant du monde, peut-être que bosser toute seule toute la journée dans mon bureau en home office, c'est pas l'idéal pour moi et que j'ai besoin d'avoir des activités où je vais pouvoir voir du monde parce que c'est ça qui va me recharger. Voilà. L'autre point, c'est la cyclicité. Alors pour les femmes, ça paraît une évidence, bien qu'on l'écoute pas toujours. Moi, j'ai passé des années à vouloir être au même niveau d'énergie tout le temps et puis après, bah, quand il y en avait plus, je tombais et c'est important de prendre conscience que on n'est pas au même niveau d'énergie tout le mois et ça varie et c'est OK parce qu'on va avoir des périodes de haute productivité et d'autres où on sera un peu moins, mais ça se planifie aussi et si on en tient compte et ben, sur le long terme, on dure plus longtemps et on se fatigue moins. Mais c'est valable aussi pour les hommes. Il y a une cyclicité dans tous les êtres vivants. Elle est moins marquée chez les hommes parce qu'il y a pas le phénomène hormonal, mais elle existe quand même et c'est OK de se dire: «Bah, aujourd'hui, je suis à fond, je vais faire un max de choses. Bah, demain, peut-être, je serai un peu moins à fond. Ben, c'est pas grave, je prévois un petit peu moins. Mais en attendant, sur une longue période, d'une semaine, d'un mois, d'une année, de toute façon, c'est OK, c'est lissé, quoi. Donc il faut pas craindre ça et se forcer finalement, c'est après, finalement, on va pas durer si on se force à être tout le temps au top, tout le temps, tout le temps, tout le temps au même niveau d'énergie ou de performance. Et j'avais noté sportifs de haut niveau, ceux qui réussissent le mieux et qui durent le plus longtemps et je pense par exemple à un gars comme Teddy Riner. C'est des mecs qui, dans leur entraînement, ils ont ce qu'on appelle du off season. C'est des moments où il y a beaucoup moins de volume d'entraînement et où on retravaille sur les bases, sur, les points faibles, on va aller renforcer la technique ou des choses comme ça et c'est pas des moments on n'est pas toute l'année à fond sur l'entraînement. D'accord? Donc c'est savoir aussi adapter en fonction de son ressenti. Je vous ai noté quelques conseils pour mieux dormir. Je vais, balayer ça rapidement. De toute façon, vous aurez aussi accès au replay si vous voulez revoir ça, mais, si vous avez du mal à dormir, il y a des petits trucs simples à mettre en œuvre. C'est, heu, déjà identifier pourquoi vous dormez pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous réveillent la nuit? Auquel cas, mon conseil, c'est de noter ce qui vous trotte dans la tête. Alors si possible avant d'aller se coucher, comme ça évite que ça nous réveille la nuit, mais sinon, même le faire la nuit pour pouvoir se rendormir. D'accord? Mais ce qui est là, maintenant et que j'aurais pas traité, va revenir à 2 heures du matin. Donc moi je me mets, je suis adepte du bullet journal, donc j'ai une to do list dessus et je note tous mes trucs et ça me décharge. C'est la charge mentale ça typiquement qu'on peut, basculer sur le bullet journal et c'est lui qui gère. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me réveiller pour me dire: «Oh, faut pas que j'oublie ça demain». Ensuite, deuxième point important, c'est de respecter son rythme de sommeil. C'est-à-dire, je vais me coucher quand je sens que je commence à avoir sommeil. C'est-à-dire, si j'ai les yeux qui piquent, que je commence à bâiller, c'est l'heure et si c'est que 21 heures, et ben, c'est pas grave, c'est comme ça et puis ça peut être différent en fonction des saisons. Tu commences à bâiller Agnès, c'est pour ça que tu rigoles? C'est l'heure du dodo. Ça peut varier en fonction des saisons. En hiver, c'est normal d'avoir envie de se coucher plus tôt. Il y a plus de lumière depuis déjà 2 heures, voire 2 heures et demie. Donc c'est normal. Et en été, par contre, il y a un peu plus de lumière, on a moins ce besoin. C'est OK, il faut juste l'accepter.
Si par contre, j'essaye de me tenir éveillée parce que le film commence à 21h et que ouais, non, tu as perdu complètement un cycle de sommeil et du coup, tu es complètement décalé et il va t'en manquer. Parce que ce que tu as perdu ce soir, tu vas pas le récupérer demain matin parce que tu auras ton réveil qui va sonner. Donc c'est pas une bonne idée. Il y a aussi toutes les boissons excitantes. Si vous avez tendance à vous réveiller entre 2h et 4h du matin, ça peut être ça. Ça peut être le thé ou le café que vous avez pris après 14 ou 15h. Ça a 12 heures de décalage en fait, l'effet de la caféine, donc ça peut être ça. On peut essayer de réduire un petit peu et en tout cas d'arrêter à partir de 14h. Il y a plein d'autres boissons chaudes qui sont sympas à boire, du rooibos, des infusions, des tisanes, des choses qui sont plus cool pour pouvoir dormir. Heu, Prendre son repas au moins 1 heure avant d'aller se coucher, ça évite de se coucher sur la digestion parce que ça aussi selon ce qu'on a mangé, ça peut nous réveiller la nuit et puis stopper les écrans, tout ce qui est lumière bleue, 1 heure avant d'aller se coucher parce que ça, c'est des trucs qui nous tiennent éveillés artificiellement et du coup, bah, c'est toujours la même chose. Après on loupe un cycle et en été, quand il fait très chaud, on peut faire redescendre la température corporelle avec une douche plus fraîche, ça aide aussi à l'endormissement. Et idéalement, on essaye d'avoir une chambre qui est, tempérée autour de 19 degrés. Ça varie en fonction des gens. Mon neveu dirait: «Bah, moi, je préfère 15 degrés. Bah, moi, à 15 degrés, je dors pas parce que j'ai trop froid. Mais voilà, ça dépend des gens. Le pilier numéro 2, c'est s'hydrater. Boire de l'eau, c'est vital et quand je dis boire de l'eau, c'est H2O. C'est pas de l'eau avec des trucs dedans. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le thé et le café, ça compte pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du liquide certes, mais qui ont un effet diurétique. Donc en gros, je bois 1 litre de thé, je vais pisser 1,5 litre. Donc en gros, je me suis déshydratée. Donc si je bois pas de l'eau à côté pour compenser, finalement, j'ai perdu de l'eau. Quand je fais le rapport net, j'ai perdu de l'eau plutôt que ce que j'en ai apporté à mon corps. Donc ça, c'est le premier truc et quand on a déjà bu 1 litre de thé ou de café le matin, on n'a plus trop soif, alors qu'en fait, on a quand même besoin d'eau. Deuxième chose, c'est aussi, si on met du sucre dans des boissons, du coup, on n'a pas je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'a pas la même pression osmotique que l'eau dont les cellules ont besoin. Ça veut dire que l'eau n'arrivera pas à rentrer dans la cellule. Donc cette eau-là, elle me sert à rien non plus. Donc c'est pour ça que je dis vraiment c'est de l'eau pure. Après, il y a des infusions de fruits, c'est OK, des tisanes, c'est OK. Après, à condition qu'elles soient pas trop diurétiques. Mais l'idéal, c'est vraiment de s'hydrater avec de l'eau. On a besoin de ça pour maintenir l'homéostasie dans notre corps, donc l'équilibre électrolytique du corps. Quelle quantité il faut boire? C'est toujours la question, puisqu'il y a plein de chiffres qui circulent. Alors pour des enfants, c'est assez facile parce que c'est une relation linéaire avec le poids de corps. C'est 35 ml par kilo de poids de corps. Facile. Ça veut dire qu'un enfant de 10 kilos, il doit boire 35 centilitres. Pour un adulte, c'est pas toujours linéaire, mais on peut s'en inspirer. Ça veut dire que quelqu'un de 50 kilos doit boire 1,5 litre, 1,6 litre d'eau par jour. D'accord? Et sinon, il y a un truc infaillible, c'est la prise de sang. Si vous en avez une récente, parce que du coup ça va être valable qu'à l'instant T où j'ai fait mon analyse. Là, c'est une de mes clientes qui m'avait envoyé son résultat. Les hématies et les globules rouges, c'est exprimé en une unité, on s'en fout, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais ce chiffre-là, le chiffre des unités, le 3 ici dans le 3,96, c'est la quantité d'eau dont elle avait besoin à ce moment-là par jour. C'est 3 litres d'eau par jour. Parce qu'en fait, moins je bois, on va dire, plus mon sang est visqueux et donc plus la densité de mes globules rouges est importante. Plus je bois et plus ça va se diluer. Voilà, donc ça peut être un super bon indice très précis de la quantité d'eau que vous avez besoin de boire. Après, dans le doute, vous partez sur, 1,5 litre à 2 litres et un petit peu plus si vous faites du sport, où vous avez tendance à transpirer et on sera déjà pas mal. Si vous êtes très en dessous aujourd'hui, allez-y doucement parce que sinon ça va vous donner l'impression de trop boire. L'idéal, c'est petite quantité, mais très régulièrement, plutôt que de boire 1 litre d'un coup, parce que là, ça va passer direct, je prends et j'évacue. Donc il vaut mieux boire en petite quantité assez souvent. Et au début, si on n'a pas du tout l'habitude de boire, oui, au début, vous allez aller beaucoup plus souvent aux toilettes. Mais après, la vessie étant un muscle, elle va prendre l'habitude de travailler et ça va se réguler. Ça prend, 1 à 2 semaines.
mais après ça se régule, tu vois? Ça t'a donné soif. Donc pourquoi s'hydrater? Je vous l'ai dit un petit peu, c'est surtout l'hydratation cellulaire. On est fait à 80 d'eau, donc on a besoin de renouveler ce stock. Hem, Ça joue aussi sur tout ce qui est élimination des toxines. Le cerveau a besoin de cette eau aussi pour bien fonctionner et ça, faites des tests sur des enfants qui sont un peu excités là, quand ils rentrent de l'école, ils sont super speed. Faites-les boire 2-3 verres d'eau et vous allez voir qu'ils vont se calmer direct. Parce qu'en fait, ils sont déshydratés. À l'école, on ne boit pas. Donc ils sont complètement déshydratés, vous leur redonnez de l'eau, ils vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus zen pour commencer les devoirs aussi, beaucoup plus concentrés. L'eau, elle nous permet aussi de favoriser la digestion et l'assimilation des nutriments. Donc c'est indispensable en fait au processus de digestion et on en reparlera de ça. Elle permet aussi de réguler la température corporelle. C'est un soutien du système immunitaire et elle permet de maintenir l'énergie, la concentration et accessoirement, elle participe à la santé de la peau. Pilier numéro 3. Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Je vais boire un petit coup, comme ça je vous laisse le temps de réagir si besoin. Pilier numéro 3, c'est se nourrir et je fais bien une différence entre se nourrir et manger. En fait, l'idée derrière ça, c'est si on se base sur le niveau intellectuel, heu, peut-être c'est des expressions que vous utilisez, c'est: «Ouais, j'ai quelque chose qui me nourrit intellectuellement» ou qui me nourrit pas et en fait, par exemple, si je lis un bon bouquin ou je fais une formation ou je vais à une conférence, bah, ça me nourrit. Par contre, si je suis en train de scroller sur les réseaux sociaux, ça me nourrit pas, c'est juste en train de me bouffer mon énergie, d'accord? Bah, au niveau de la nourriture, c'est la même chose. Moi, je fais cette distinction-là entre se nourrir et manger. Se nourrir, ça veut dire je choisis d'apporter des nutriments à mon corps. Manger, c'est juste, je me remplis. J'ai faim, donc je mange un truc. C'est 2 démarches différentes avec un niveau de conscience qui est un peu différent. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est pas du tout pour culpabiliser par rapport à ce que vous mangez, parce que vous faites ce que vous voulez. C'est plus pour prendre conscience que ce que je mange va servir à réparer, à remplacer, à reconstruire mes cellules et mes tissus. Donc c'est comme un peu si je construis ma maison, idéalement, je vais essayer de la construire, si mettons que j'ai pas de problème de budget, je vais essayer de la construire avec les meilleurs matériaux possibles pour que ça soit solide et que ça dure longtemps. Mais c'est la même chose pour ce qu'on mange. C'est réparer, remplacer, reconstruire les tissus, les cellules qui sont abîmées et c'est normal qu'elles s'abîment, hein, ça c'est la vie. Il y a des cellules qui meurent tous les jours et c'est OK. L'idée, c'est de les remplacer par quelque chose de qualité et en fait, j'ai l'habitude de dire: «Tu es ce que tu manges» et c'est littéralement vrai. Je vais vous le montrer par ce petit exemple. Si on part du principe que mon corps, c'est ma maison, mon aliment, je sais pas si vous voyez ma souris, mais mon aliment, c'est le mur de gauche, d'accord? L'idée, c'est que ce mur, c'est ce que je mange. La digestion va me permettre d'enlever tout le ciment là, pour récupérer que les briques et avec ces briques, je vais aller reconstruire mes cellules, mes tissus. Alors, un tissu endommagé, c'est par exemple, je me suis exposée au soleil, j'ai pris un coup de soleil, j'ai endommagé le tissu peau, donc va falloir refabriquer de la peau. Est-ce que j'ai envie de reconstruire ma peau avec, ce qui est vendu au McDo à côté là? Bah non, pas trop. Est-ce que j'ai plus envie de reconstruire ma peau avec une belle tomate ou, bon c'est pas trop la saison, mais c'est ce qui m'est venu parce que je parlais de coups de soleil ou avec, un beau fruit ou des choses comme ça? Bah ouais, déjà plus. Voilà, c'est juste ça l'idée, c'est de garder en tête que la digestion me permet de récupérer les nutriments qui sont dans les aliments, mais si, mon mur là, il est construit avec de la bouse, je vais juste récupérer des petits morceaux de bouse et ce que je vais reconstruire, ça va être à base de bouse. C'est tout. Si j'ai récupéré des briques solides, bah, je vais reconstruire avec des briques solides. Voilà. En dehors de ça, chacun mange ce qu'il veut et je respecte toutes les croyances. Je vous donne juste les grandes lignes de ce dont on a besoin. Le corps, il a besoin de macronutriments, protéines, glucides, lipides. Il a besoin des 3 et il y a aucun type d'aliment qu'il faut diaboliser. C'est pas: «Ah non, je mange pas de glucides, ça fait grossir» ou «Je mange pas de lipides, de gras parce que ça fait grossir». Tout on a besoin de tout, il faut juste choisir la qualité qui va bien. Et par exemple, pour donner l'exemple des glucides,
les glucides apportés sous forme de riz, mettons, ou de pois chiches, sont bien meilleurs, de bien meilleure qualité que si je prends du sucre, un carré de sucre que j'ai mis dans mon café. Voilà. Et pourtant, en termes d'apport calorique, ça peut être la même chose, mais c'est pas la même qualité. Après, au-delà des macronutriments, le corps a besoin de micronutriments, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on fabrique qui ont besoin de ça pour que la synthèse se fasse. Après, c'est de la chimie, hein. J'ai besoin de magnésium et de vitamine B6 pour fabriquer ma dopamine. Si j'en ai pas, je vais pas faire de dopamine, donc j'aurai pas mon système de récompense qui va être activé puisque je n'ai pas les éléments pour fabriquer. D'accord? C'est juste un exemple. Ce dont on n'a pas besoin par contre et qui dans une certaine mesure peut être toxique pour le corps, c'est-à-dire qu'il va devoir lutter pour éliminer ça et pour s'en débarrasser, c'est les conservateurs, les agents texturants, tous les trucs, carragénane et machin, les noms qui finissent en -ane sur les étiquettes là. Les additifs, tous les E machin. En gros, tout ce qui est produit ultra transformé industriellement, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ça, c'est des choses qui vont créer de l'inflammation localement. Alors quand c'est une fois, là je reviens sur mon 20-80, on n'est pas obligé d'être parfait, d'accord? Je vais manger une fois un truc industriel, c'est OK, mon corps il va le gérer. Si c'est tout le temps à tous les repas, bah, la micro-inflammation que j'ai créée sur un repas, elle aura pas le temps de se réparer, qu'elle aura déjà une autre couche d'inflammation qui va arriver et au final on crée de l'inflammation chronique qui est super néfaste pour la santé. Donc globalement, s'il y a juste une chose à se rappeler, c'est finalement manger local et de saison, c'est ce qui convient le mieux à mon corps ici et maintenant. D'accord? Je suis pas dans un pays où les noix de coco poussent dans mon jardin. A priori, j'ai pas besoin de noix de coco. Alors peut-être, hein, qu'il y en a parmi vous qui sont, dans un pays où les noix de coco poussent dans leur jardin, mais pas moi. Après, à l'intérieur de ça, vous mettez ce que vous voulez. Vous prenez vos protéines sur de la viande ou pas sur de la viande, sur des produits végétaux ou animaux, peu importe. L'idée, c'est de respecter ce dont on a vraiment besoin. Pilier numéro 4, c'est bouger. J'en ai déjà un petit peu parlé quand je vous ai parlé du stress. Mais en fait, le mouvement, c'est la vie. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans l'aspect, neuro, mais je vais faire, soft. Heu, Juste pour vous dire que c'est grâce au mouvement que le cerveau humain, il s'est développé. C'est grâce au mouvement que le bébé acquiert des compétences et arrive à acquérir, bah, notamment le mouvement volontaire et après à développer toutes ses capacités cognitives. Donc là, si vous voyez ma souris, il y a le cerveau humain, il est en 2 parties. Cette partie-là que je contourne là, c'est ce qu'on appelle le cerveau ancien, que souvent on appelle aussi cerveau reptilien. En fait, là-dedans, il y a le reptilien, le limbique, donc c'est plus l'aspect très instinctif, ce qui est lié à ma survie, d'accord? Hem Et ça, c'est la partie qu'on a héritée de l'évolution et qu'on a en commun avec les animaux dans une certaine mesure. Vraiment tout ce qui est très instinctif. Et la partie qui est plus là en surface, c'est la partie plus récente dans l'histoire de l'évolution et de l'humanité, qui s'appelle le cortex, avec différentes aires qui ont différentes fonctions, mais on n'est pas là pour rentrer dans les détails, mais qui va nous donner tout l'aspect, capacité cognitive assez, développée, parce qu'il faut le dire, chez l'humain. Et en fait, le bébé, quand il naît, il n'a accès qu'à cette partie-là, qu'au cerveau ancien. Il a un cortex, hein, je ne suis pas en train de dire que le bébé a un cerveau miniature, il a aussi le cortex, mais il y a pas de connexion. Et ces connexions, elles vont s'établir au fil du temps et elles vont s'établir notamment grâce au mouvement. Et elles vont s'établir grâce à des réflexes aussi qui sont enregistrés dans cette partie de cerveau ancien, qui vont faire bouger le bébé et donc créer la connexion avec le cortex et lui donner accès à tout ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ce développement, est indispensable au développement, enfin à la pour accéder à son plein potentiel, que ça soit physique ou cognitif. Un des premiers qui a commencé à modéliser ça, c'est Jean Piaget, qui a décrit 4 grands stades de développement et qui a montré comment c'était lié avec le mouvement. Et en fait, moi, un outil que j'utilise beaucoup, c'est cette pyramide. Ça a été modélisé sous cette forme-là par 2 femmes qui s'appellent Williams et Schellenberger. Et en fait, cette pyramide, elle montre les stades d'évolution. Comment mon système nerveux va petit à petit évoluer pour me donner accès à mon système sensoriel,
au sensorimoteur, à ma perception et finalement à ma cognition et mon intellect. Et donc la base, c'est du sensoriel, mais c'est aussi du coup du mouvement. Et tout ça se construit grâce au mouvement. Et en fait, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. À la fois, il y a le côté stress, c'est aller éliminer cette, énergie en bougeant et à la fois, c'est qu'en bougeant qu'on va connecter le cerveau parce que le cerveau, sa mission, c'est toujours de faire bouger un muscle pour une tâche ou pour une autre, quelle qu'elle soit, même quand elle est cognitive. Si je fais une tâche qui est lire, on se dit: «Ouais, c'est quelque chose d'intellectuel». Ouais, mais je fais bouger mes yeux. Donc il y a toujours un muscle qui bouge, d'accord? Et pour que ça bouge bien, efficacement, j'ai besoin que cette pyramide, elle soit solide. Bref, je rentre pas trop dans les détails parce que je pourrais faire une conférence que là-dessus, mais c'est pas le but. Juste que je voulais aussi partager avec vous, qui est très lié au fonctionnement corps et cerveau, c'est cette espèce, ce qu'on appelle le continuum de performance. L'idée étant qu'il y a en fait 2 modes de fonctionnement, mode survie ou mode performance. Je peux pas être dans les 2 à la fois, il faut voir ça comme une balance. Ça penche d'un côté ou ça penche de l'autre, d'accord? Et c'était juste pour vous donner des indices sur s'il y a des douleurs, s'il y a de la fatigue, si j'ai pas toute ma mobilité. Par contre, par exemple, j'arrive pas à lever mon bras jusque-là, je suis limitée ici. Si j'ai des vertiges, la tête qui tourne, si je suis maladroite, je commence à faire tomber des objets, si j'ai des troubles de l'équilibre ou des maux de tête, des migraines, ça, c'est signe que je suis en mode survie. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose dans mon environnement, au sens large, qui me convient pas ou dans mon mode de fonctionnement qui est pas optimal. Ça, c'est juste un indice pour vous et ça veut dire que je n'ai pas accès à la liberté de mouvement, la bonne coordination, la force maximum, la vitesse maximum, un bon équilibre et une santé endocrinienne et immunitaire. Donc c'est intéressant d'aller creuser quelle est la cause pour accéder finalement à ce mode performance. Qu'on ait envie d'être un sportif de haut niveau ou pas, ça n'a rien à voir. Donc voilà, le mouvement, c'est la vie et on peut foutre à la poubelle Descartes avec son «je pense donc je suis», parce que ça ne veut rien dire. On n'est pas juste un cerveau, on est un tout. Et ce tout, c'est aussi qu'en fait, la capacité que j'ai à bouger et la perception que j'ai de mon propre corps influe aussi sur mon niveau de motivation et sur la confiance que j'ai en moi-même. Donc l'estime de soi, confiance de soi, tout est lié et c'est lié à ma capacité à bouger efficacement. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais je vous promets que c'est vrai. Le centre de la motivation, il est dans une partie du cerveau qui s'appelle le striatum ventral, qui va être activé quand je vais marcher, par exemple. C'est un principe simple. Dans mon cerveau, en fait, je vais aller activer des aires, tout ce qui est autour va être activé aussi et donc il y a des effets comme ça, collatéraux positifs qui se produisent. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait faire quand j'ai donné cet atelier, en présentiel qui est un petit peu plus difficile à faire comme ça en ligne, mais en gros, c'est une série de 4 mouvement, on va dire, qui s'appelle l'ECAP, qu'on utilise beaucoup dans les apprentissages. C'est issu des travaux de Paul Denison qui a inventé ce qu'on appelle le brain gym et lui, il s'en sert beaucoup dans l'apprentissage, dans l'éducatif pour les enfants, pour leur permettre d'être plus, ouverts, on va dire, à l'apprentissage. Le premier point, donc ECAP, ça veut dire énergisant et énergisant, c'est boire de l'eau pour hydrater tout le système et faire que le cerveau soit bien concentré. Le deuxième point, le C, c'est clair, c'est les points du cerveau, en fait, qu'on va aller toucher, qui sont juste sous les clavicules et de part et d'autre de la colonne, du sternum et qu'on va faire tourner en ayant l'autre main qui est au niveau du nombril et qui ne bouge pas et là, on va juste aller faire tourner ces petits points et après on inverse les 2 mains. Donc c'est des trucs que vous pourrez tester, plus tard ou si vous regardez le replay, vous pourrez le refaire. Le A, c'est comme actif, là, on va aller faire des mouvements croisés. Donc c'est ce qui est symbolisé ici. Ça veut dire qu'avec ma main, je vais aller toucher mon genou opposé. Donc main droite va toucher le genou gauche, main gauche va toucher le genou droite. Je peux faire la même chose par derrière. Je peux le faire avec le coude, mouvement croisé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je croise ce qu'on appelle la ligne médiane, je vais aller faire travailler les 2 hémisphères cérébraux ensemble. Et ça, c'est super important pour l'efficacité de mon cerveau. Si les 2 hémisphères communiquent bien, j'ai accès à beaucoup plus de potentiel, que ça soit physique ou cognitif. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Einstein était super intelligent, non pas parce qu'il avait un plus gros cerveau, mais parce qu'il avait beaucoup plus de connexions entre les 2 hémisphères que la moyenne des gens.
Et le dernier point, le P, c'est positif, c'est contact croisé. Donc là, c'est un petit peu difficile à montrer comme ça en visio, mais en gros, je vais croiser mes jambes. Ça, vous ne le voyez pas, désolé. Et après, je vais croiser mes bras, croiser mes doigts, retourner. En gros, tout est croisé comme ça. Et si je suis à l'aise, je peux le faire en fermant les yeux et je vais tenir cette position environ 1 minute. Quand j'ai fini, j'ai un deuxième exercice qui consiste à mettre tous mes bouts de doigts l'un contre l'autre. Je fais une espèce de petite cage que je mets à hauteur de la poitrine. Voilà, je mets plus haut pour que vous puissiez voir. Et je reste comme ça un petit moment. C'est juste un moment de recentrage. D'accord? Ça, c'est des choses à tester. Vous pouvez taper sur internet, ECAP, vous allez trouver des vidéos, je pense, et sinon, vous pouvez me contacter, je vous en enverrai. Et super efficace pour se reconcentrer. C'est un petit peu on a l'habitude de faire le réveil musculaire avec le yoga, par exemple, bah, c'est un peu le réveil, cérébral. Pilier numéro 5, c'est respirer. Alors j'aurais pu le mettre en premier parce que si on respire pas, du coup, tout le reste, est un peu inutile. Mais comme je vous ai dit, il y a pas de priorité ou de hiérarchie. Donc respirer, c'est vital, ça paraît une évidence. Et pour autant, la plupart d'entre nous, on respire plutôt mal. On respire plutôt mal parce qu'on va pas aller mobiliser le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle qui est à l'intérieur de nous, qui est à 360° et qui va permettre aussi à chaque organe de trouver sa place, quoi. Et donc, en fait, pour bien respirer, il faudrait utiliser toute sa capacité respiratoire et donc arriver à bien mobiliser ce diaphragme. Si vous voulez un petit peu plus d'infos sur la respiration, j'ai fait une interview d'une coach qui se focalise pas mal sur la respiration, qui s'appelle Sid. Cette interview, elle est disponible sur ma chaîne YouTube gratuitement et en mode public. On parle que de respiration pendant 1 heure et où elle donne des petits trucs aussi, des petits exercices, qui seront peut-être plus faciles à appliquer que si je vous les décris juste comme ça. Pour autant, je voulais quand même vous parler un peu de respiration parce qu'il y a plein d'aspects et je suis en train de lire, un manuel d'Ayurveda et là, on se rend compte que ouais, la respiration, c'est quelque chose qui est une évidence pour que le corps soit sain et bref, je vais pas trop digresser. Tu as une question? Hem, la respiration, c'est aussi un super pouvoir pour contrôler son système nerveux autonome. Système nerveux autonome, il gère la respiration, il gère tous les battements de mon cœur, voilà, il gère tout ce dont j'ai pas besoin de m'occuper, en gros. Et c'est lui qui gère aussi, qui va être soit en mode sympathique, soit en mode parasympathique. Alors pour faire simple, on devrait être tout le temps en mode parasympathique, qui est un mode de repos et digestion et de temps en temps, passer en mode sympathique, qui est un mode de combat ou de fuite. Il se trouve qu'on est, je pense, la plupart d'entre nous, plus souvent en mode sympathique, donc plutôt toujours au taquet et donc on consomme beaucoup, beaucoup d'énergie pour ça. Mais on peut, grâce à la respiration, repasser en mode parasympathique. On peut aussi utiliser la visualisation pour repasser en mode parasympathique et pour ça, on peut utiliser cette jauge. Donc à droite, pardon, tout ce qui est sympathique, plutôt dans le rouge-orange et à gauche, tout ce qui est parasympathique, plutôt dans le vert. Et en fait, l'état dans lequel on va être le plus concentré, le plus performant, le plus productif, alors surtout sur des tâches intellectuelles, on va dire, ou des tâches automatisées ou des tâches qui demandent de la concentration, pas forcément sur de la performance physique, ça on pourra toucher 2 mots après. Ça va être cet état-là qu'on appelle le flow. C'est quand je suis à peu près ici et en fait, je peux faire un travail de mentalisation, de visualiser cette jauge. Alors ça marche super bien pour les gens qui sont très visuels. Visualiser cette jauge, visualiser où je suis, mettons que je sois un peu là en ce moment et après, mentalement, faire baisser l'aiguille de l'autre côté. Et ça, si on se donne vraiment la peine de le faire, alors souvent c'est moi je trouve plus facile de le faire avec les yeux fermés, juste je vois cette jauge et je vais faire bouger mon aiguille, ben, on va avoir l'état, nerveux qui va avec. C'est-à-dire que je vais repasser dans le parasympathique, ça veut dire que je suis un peu plus calme, quoi et donc plus facile de me concentrer, j'ai plus de clarté d'esprit et de lucidité. Mais on peut le faire aussi avec la respiration. Je vais vous proposer un premier exercice de respiration. Vous pouvez le noter ou vous le reverrez en replay pour le faire en vrai, parce que si je vous fais tout faire en vrai, on va passer un peu trop de temps et je veux pas vous faire coucher trop tard. Un premier exercice qui permet de mobiliser son diaphragme, ça va être d'inspirer par le nez
en gonflant le ventre et ça sur 4 secondes. C'est-à-dire que je prends quand même mon temps pour inspirer, d'accord? Et je vais gonfler le ventre. C'est-à-dire que je suis pas juste sur la cage thoracique ou sur les épaules, je vais vraiment gonfler le ventre et après je vais expirer par la bouche un peu comme si j'avais une paille. Donc les lèvres un peu serrées et je vais souffler du coup tout doucement ou comme si je gonflais un ballon. Alors si vous avez des vrais ballons de baudruche, vous pouvez, faire l'exercice et là vous allez sentir que ça sollicite le diaphragme et ça on va le faire 12 fois. Donc c'est j'inspire sur 4 secondes et je gonfle mon ventre et après je vais souffler tout doucement par la bouche comme si je soufflais à travers une paille. D'accord? Ça, c'est un premier exercice qui permet déjà de mobiliser le diaphragme. Et puis, je vous ai préparé des petites respirations anti-stress. Donc, celles-là qui permettent justement de passer du mode sympathique au mode parasympathique. Donc, si on est de nature un peu stressé, on va pouvoir utiliser celle-ci au réveil, celle-ci au coucher. Le principe, en gros, si on ne retient pas les chiffres, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, c'est d'expirer 2 fois plus longtemps que notre temps d'inspiration. D'accord? Donc les chiffres, ça veut dire quoi? 6, 4, 10, ça veut dire 6 secondes d'inspiration, 4 secondes où je bloque, donc j'ai inspiré, je bloque et 10 secondes d'expiration. Et l'autre 6, 4, 12, 6 secondes d'inspire, 4 secondes de blocage avec l'air dans les poumons et 12 secondes d'expire. Une autre respiration qui est sympa et ça se rapproche un peu de la cohérence cardiaque, c'est respiration au carré, 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de blocage avec l'air dans les poumons, 4 secondes d'expiration et 4 secondes de blocage poumons vides entre guillemets parce qu'en fait, ils sont jamais pleins, jamais vides puisqu'on n'utilise pas complètement notre capacité respiratoire. Et ça, on peut le faire par bloc de 3 à 5 minutes. Ça a l'air long comme ça, mais en fait, ça passe vite parce que si tu prends 6, 4, 12, ça fait déjà 22 secondes, donc tu as fait 3 fois, ça fait déjà 1 minute, quoi. Donc ça peut se faire assez facilement et ça permet vraiment de repasser dans un état plus calme, mode parasympathique. Donc voilà ce que c'était les 5 piliers de la performance: sommeil, hydratation, nutrition, mouvement, respiration. Et en fait, ces 5 piliers-là, c'est vraiment la base pour être en mode performance, comme je vous ai montré. Après, il y a plein de petites choses qu'on peut ajuster, mais déjà, quand la base comme ça, elle est super saine, on s'est déjà donné les moyens d'être performant au moins à 95 de notre potentiel, quoi. Et après, le reste, c'est du détail mais ça c'est possible aussi d'aller encore plus loin pour optimiser le fonctionnement du cerveau. Mais là, il me faudrait encore 2-3 heures, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de le dire, sinon j'enchaîne sur les actions que je vous propose pour finalement, essayer d'harmoniser le fonctionnement de ces piliers-là, sachant qu'ils sont tous interdépendants. Donc il y a un moment, je peux pas me dire: «Ouais, ben, moi je vais bosser que sur, ma respiration, mais par contre je bois pas d'eau, je mange n'importe quoi et puis je bouge jamais», parce que ça marchera pas. Ça va être très limité quoi comme effet. Donc l'idéal, c'est de travailler sur les 5 en gardant en tête qu'ils sont interdépendants. Mais il y a des moyens de faire en sorte de bosser sur plusieurs piliers en même temps. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé de la méthode Pomodoro. Je bosse en bloc de 30 minutes, 25 minutes focus sur une tâche, 5 minutes de pause. 5 minutes de pause que je peux utiliser pour boire un coup, pour me lever, pour marcher. Donc j'ai déjà fait, 3 choses, quoi. La pause, je me suis hydratée et j'ai marché. Donc ça peut être un moyen de combiner un peu ça et d'optimiser son temps. En plus, ouais, pendant que je marche, je peux aussi décider de respirer en mobilisant mon diaphragme et hop, j'en ai 4. Après, je ne conseille pas forcément de manger en marchant, parce que pour le coup, voilà. Vous avez vu que le mode parasympathique, c'est repos-digestion. Ouais, c'est aussi un petit truc, du coup, si je suis hyper stressée, ma digestion ne va pas être au top, parce que je suis pas dans le bon mode au niveau de mon système nerveux autonome et c'est lui qui gère la digestion. Donc je peux faire mon petit exercice de respiration pour repasser en parasympathique avant de manger et ma digestion n'en sera que meilleure. Voilà, petit truc, pratique. Allez, j'enchaîne sur les 5 actions, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. La première que je vous propose, c'est écouter son horloge interne et là, Agnès, c'est l'heure, hein. Va falloir y aller. J'écoute mon horloge interne, ça veut dire je vais me coucher quand j'ai sommeil, quand je commence à avoir les yeux qui piquent, quand je commence à bâiller, c'est l'heure, j'y vais, quoi. Et peu importe que le film soit pas fini, maintenant on peut tout voir en replay, donc on s'en fout, c'est pas une excuse. Heu
La deuxième action que je vous propose, c'est d'essayer, avant de vous lever le matin, de prendre juste 3 minutes, c'est pas très long quand même 3 minutes, pour inspirer, expirer profondément. Et je trouve que des fois, ça peut être plus facile de le faire quand on est allongé, donc c'est pour ça que je vous le propose comme ça le matin. Et c'est aussi psychologiquement, ça veut dire, avant d'entrer dans le rush de ma journée, j'ai juste pris 3 minutes qui sont 3 minutes pour moi, quoi. Où j'ai pensé à ma santé, mon bien-être et où je me suis préparée à la performance. Donc ça peut être sympa de le faire comme ça et vous pouvez vous affranchir des chiffres que j'ai donnés. C'est plus déjà inspirer, expirer profondément, ça va faire du bien. Après, si vous voulez, vous rajoutez les tempos que je vous ai montrés tout à l'heure. Troisième action, c'est boire un verre d'eau tiède au réveil. Pourquoi je dis tiède? Parce que je sais pas chez vous, mais en ce moment, l'eau du robinet chez moi, elle est hyper froide. Si je bois cette eau telle quelle, je vais créer un méga stress, dans mon tube digestif parce que tout va se contracter autour de ce glaçon. Donc eau tiède, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça c'est des trucs qui datent depuis des millénaires et justement qu'on retrouve aussi dans l'Ayurveda, c'est de l'eau tiède. Et en médecine chinoise traditionnelle, c'est pareil, ils boivent plus de l'eau un peu chaude, plus proche de la température du corps que l'eau glacée qui coule au robinet en ce moment ou l'eau qui est dans le frigo, en été quoi. Parce que là, l'écart est encore pire. Donc un verre d'eau tiède pour réhydrater tout ça, c'est comme, je remets un peu de carburant dans le circuit quoi. Quatrième proposition d'action, c'est d'introduire une source de protéines dans mon petit-déj. Alors je dis ça comme ça, après il y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais le petit-déj à la française, c'est juste le pire truc qu'on ait inventé. Heu, les céréales avec, du lait, du chocolat sucré, des tartines, avec du beurre et de la confiture, des trucs comme ça, c'est juste bon pour faire un méga pic de glycémie et après avoir la dalle à 11 heures. Donc si vous pouvez, moi je suis pas en train de dire: «Faut manger un petit déj salé», chacun va trouver le petit déj qui lui convient, mais le petit déj anglais, il est au top. Petit déj irlandais, il est encore mieux. Bon après c'est des nuances, hein. Non, petit déj pas forcément salé, mais une source de protéines, c'est intéressant et moi ma source de protéines préférée, c'est l'œuf, parce que c'est hyper complet. Après voilà, chacun fait comme il veut, mais si vous aimez le fromage, c'est bien de le manger au petit déj aussi, il fera plus de bien que de le manger, le soir ou à n'importe quel autre moment. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, ça rassasie beaucoup plus. Il y a pas de pic de glycémie et qu'avec un petit déj qui a une source de protéines, qui peut être aussi un fromage blanc, ou du skyr, qui est assez riche en protéines, hein. C'est pas forcément un œuf, hein, moi je dis ça comme ça, mais je vais pas avoir cette fringale-là à 11 heures. Je vais pouvoir attendre mon repas de midi plus sereinement. Pourquoi? Les protéines, elles sont plus longues à digérer. Donc ça prend un peu plus de temps et du coup, tant que je suis occupée à digérer ça, je continue à en tirer des nutriments et puis ça déclenche pas ce pic de glycémie qui après va me donner faim. La cinquième action que je vous suggère, c'est de prendre 15-20 minutes par jour pour marcher, juste marcher. Je suis pas en train de vous dire d'aller faire du sport, juste marcher, c'est la base. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, j'étais hyper stressée, j'avais un job qui me bouffait pas mal d'énergie et qui me stressait beaucoup et à un moment, j'ai senti que j'avais plus d'énergie. Et je dis: «Voilà, il faut que je change quelque chose» et des fois tout seul, c'est pas évident de se rendre compte de ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas et j'ai fait appel à une naturopathe et puis elle m'a envoyé tout un questionnaire avant le premier rendez-vous et dans le questionnaire, il y avait marqué: «Combien de temps par jour ou par semaine, je sais plus, est-ce que tu marches?» Alors moi, il y a un truc qui était pas négociable dans mon agenda, c'est que je m'étais réservé des créneaux pour faire du sport. Donc je faisais du crossfit et je m'étais réservé mes entraînements de crossfit. C'est de 12 à 13 et ça, c'est pas négociable et j'avais tout bloqué sur mon agenda et on pouvait pas me mettre de réunion à ce moment-là parce que là, j'avais CrossFit. Donc j'allais dépenser de l'énergie, c'est OK. C'était assez intense donc ouais, je transpirais, machin, bien. Mais quand elle me pose la question: «Combien de temps par jour tu marches?» Ben, en fait, zéro. Parce que la salle de gym, je l'ai à la maison. Le bureau aussi. Donc je passais du bureau à la salle de gym et je marchais pas et ça a été comme un choc, quoi. Je dit: «Mais bon sang, c'est vrai que je marche pas». Et en fait, quand j'ai recommencé à marcher, ne serait-ce qu'1 quart d'heure, je me suis sentie beaucoup mieux. Et ça, si vous faites le lien avec ce que j'ai dit plus tôt, parce que quand je marche, je vais aller activer des zones du cerveau qui gèrent aussi la motivation
et donc qui font qu'on se sent mieux. Quand on a marché, finalement, après, on libère de la dopamine, des endorphines, on se sent mieux. Donc ça aide. Ça peut aider à faire passer le stress aussi. Donc c'est quelque chose d'intéressant à avoir dans sa journée et peut-être à planifier aussi dans sa journée. Parce qu'on a tendance à remplir des fois et ouais, se laisser 15-20 minutes, ça peut permettre aussi d'être beaucoup plus productif. Donc c'est pas des minutes qui sont perdues, c'est des minutes qu'on va rattraper parce qu'on sera plus efficace derrière. Et donc il y a une action bonus qui est celle qui permet de prendre soin des fondations et c'est pas forcément la plus simple à mettre en place, hein. Ce que je vous propose, c'est apprendre à dire non. En fait, c'est ce qui permet aussi de se respecter, quoi. C'est je respecte mes besoins, je respecte ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est-à-dire quelque chose que j'ai pas envie de faire, je vais dire non et je vais dire non si possible sans me sentir obligée de me justifier, en fait. C'est juste non et voilà, je sais que c'est pas le plus simple, mais ça, c'est super efficace juste pour, sa propre écologie, l'écologie de son propre système, quoi. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai réussi à tenir en 1 heure. Bon, je l'avais fait en 2 heures en présentiel, hein, mais il y avait les petits exercices qu'on a pratiqués, mais bon, voilà, je suis contente. Hem, Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si vous voulez rester connecté. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a plein de ressources. J'ai fait des interviews de gens super inspirants que je veux partager avec vous, donc vous pouvez les retrouver là. Puis je rajoute, souvent des petites vidéos, des choses que j'ai envie de partager. Il y a des vlogs où je vous explique aussi, je vous montre un peu les coulisses de l'optimisation de potentiel telle que je la pratique et telle que je la conçois. Et puis, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour aller plus loin, en fait, dans un peu tout ce qu'on a évoqué là, mais même beaucoup plus, mais surtout sur la connaissance de soi, la découverte du potentiel, sur développer l'estime de soi, la confiance en soi, j'ai mis en place un mentorat qui s'appelle Élévation, qui va commencer en janvier. Donc on est toujours dans les périodes d'inscription, donc c'est encore temps de prendre sa place si on le souhaite. L'objectif pour moi, c'est d'accompagner des personnes qui sentent qu'elles peuvent impacter positivement le monde, mais qui savent pas forcément comment le faire. Des personnes qui cherchent ou qui ont trouvé une mission de vie, mais qui ont besoin de passer à l'action et qui ont besoin aussi pour ça, d'avoir accès à leur plein potentiel. Parce qu'être entrepreneur, ça demande aussi de l'énergie et ça demande d'arriver à prendre soin de soi aussi, ça fait partie des choses et que ça soit dans un cadre professionnel ou personnel. En fait, tout ce qu'on évoque dans le mentorat tourne autour de 6 piliers, dont un qui est vraiment clé, qui est la connaissance de soi. Heu, le programme, il est là, vous aurez le lien, il est cliquable, vous allez avoir une page qui décrit tout ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de se développer à la base de ces 6 piliers qui peuvent s'adapter, que notre objectif, il soit professionnel ou pas. Je vous laisserai regarder, je peux répondre à toutes les questions, mais je veux pas non plus vous tenir trop longtemps sur ce webinaire. Mais en tout cas, contactez-moi si vous avez ne serait-ce que juste de la curiosité par rapport à ça et par rapport à ce qu'on peut faire. C'est sans engagement. Je vous mets un lien, je vais le remettre peut-être dans le chat. Hop, c'est pour réserver un appel découverte si vous le souhaitez. En fait, c'est quoi l'appel découverte? C'est un temps qu'on prend en face à face, enfin par téléphone, mais juste, nous 2 quoi, où on va discuter du défi du moment que vous pouvez rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et je vous aide un petit peu à tirer les fils, à voir, voilà, ce qu'il y a derrière, quelles ressources vous avez à l'intérieur de vous. L'idée, c'est de repartir derrière avec au moins une action que je peux mettre en œuvre pour relever ce challenge que j'ai en ce moment et ça vous donne un aperçu de ce que c'est que d'être accompagné. Et en fait, pour moi, ça a été quelque chose de super intéressant d'accepter de me faire aider et de me faire accompagner, à la fois, quand j'en ai eu besoin par la naturopathe dont je parlais, parce que j'étais trop stressée et qu'il fallait qu'il se passe quelque chose et j'ai eu des déclics. Celui du fait que je marchais pas, mais après plein d'autres aussi et à la fois, dans mon entreprise, me faire accompagner, ça me permet aussi d'être plus efficace parce que je vais aller plus vite, parce que je vais faire sauter des barrières, parce que j'ai des croyances limitantes que je vais identifier plus facilement et sur lesquelles je vais pouvoir travailler plus facilement. Enfin bref, c'est un tout et l'accompagnement pour moi, c'est vraiment un game changer pour toute personne qui a envie vraiment d'accomplir quelque chose.
bah, ça permet d'aller plus loin, plus vite et avec surtout plus d'enthousiasme. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu et c'est ce que je propose à travers le mentorat. Donc voilà, le lien est dans le chat. Je le renverrai, je pense, par email aussi, à ma mailing list. Donc si besoin, si vous êtes pas dans ma mailing list, que vous recevez pas les newsletters, vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn ou, est-ce que je vous ai mis mon mail quelque part? Peut-être pas, je vais le mettre ici. cécile.lrtconsulting@gmail.com. Voilà, vous me faites un petit message et je vous enverrai toutes les infos.